Coucou Laetitia, bonsoir à tous. Allez, là. Je vais attendre que Angelo m'envoie sa demande, comme ça je crois que je l'ai vu. Bonsoir Pauline. Alors je crois que je t'ai vu Angelo, faut juste que je te retrouve. Ah super, t'es là. Bonsoir. Hop là. Coucou Angelo. Salut. Eh ben, je suis contente de te voir, c'est super. Bah pareil, enchanté. Pour le smile. Oh là là. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ça me touche énormément. Bah, merci de m'avoir invité. Et comme je disais, tu es le premier homme avec qui je suis en live, donc mais Ouais. Bah non, il faut bien un début à tout, hein. voilà, tu vois. J'ai franchi un petit cap. J'ai dit allez, on va mettre les hommes derrière tout ça, ça va être sympa. Et donc enfin, t'as un super parcours tout ça, donc je suis très contente que tu aies accepté puisque tu vas être très très occupée aussi avec tout ce que tu fais. Donc merci d'être là. Et merci de venir à Lille bientôt. Ton atelier est plein, mais je me dis, je vais voir, on verra si on peut se croiser à midi, tu vois, pour Ouais. échanger. Tu y seras toi le 23? Oui, je donne Ah, cours et je finis à midi et demi, tu vois. ok. Donc, carrément, à ta Cool, on va se pause, croiser. ce serait trop bien. Ce serait cool. Bon, bonsoir à tous. Alors, Angelo, on va parler de la peur et de la douleur. Enfin, les deux sont entremêlés. Je pense que c'est des sujets que tu connais assez bien. Et j'ai envie d'introduire ça avec des mots. Et je pense que tu les connaîtras, ces mots-là. Je vais les lire. Comme ça va permettre aussi que tu te présentes, que tu nous racontes un peu pourquoi tu as donné ce nom. Tu as envie d'être entendu, mais tu t'écoutes pas. Tu as envie d'être vu, mais tu regardes pas en toi. Tu as envie d'être touché, mais tu te prends pas dans les bras. Tu as envie d'être aimé, mais tu t'aimes pas. Ça, c'est ce que tu postais. Ça te dit quelque chose, ça? Le mec qui a écrit ça est brillant. Vraiment, ça fait bizarre de s'entendre citer. Ouais. Ce matin, j'ai dit, ah, c'est pas mal, ça regroupe trop bien, parce on va, enfin, de quoi on allait parler aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, je vais lui proposer d'ouvrir le petit bal avec ça. Donc, c'est ton poste de ce matin. Ah ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qui t'a emmené à créer Balance ta peur? Comment aujourd'hui, avec l'évolution que tu as, tu te retrouves dans ces mots, par exemple, que tu as posté ce matin, et qu'on puisse comme ça après cheminer tout doucement vers les Hmm. peurs et les douleurs qui nous enlissent en fait. Écoute, la naissance de ce compte, ça a été un timing particulier parce que c'était un moment où moi je constatais que déjà Instagram était en train de prendre d'autres tournures. Hmm. Voilà, tout le monde pouvait observer, en tout cas beaucoup de gens pouvaient observer qu'il y avait pas mal de comptes qui finalement adoptaient un angle de réflexion, moins basé sur l'image, moins basé sur voilà l'espèce de je dirais de choses qu'on montre en priorité sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le bon côté des choses, on va dire. Ouais. De voir un petit peu fleurir ces comptes, bah, ça m'a inspiré dans le sens où j'ai commencé à suivre ces comptes-là. Et j'étais toujours surpris de voir que beaucoup de thèmes étaient abordés et que finalement, dans le discours, dans les échanges, dans les commentaires, il pouvait y avoir beaucoup de peur évoquée, mais que personne ne parlait de ça. Je me suis dit, mais tout le monde parle de la peur et en fait, personne n'en parle. Ouais. C'est Donc, si. je me suis dit, c'est intéressant de voir que finalement, peut-être qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se pose une question comme ça sur lui, sur elle, sur la société, sur ses blocages, etc., je me dis, bah, c'est marrant parce qu'il y a quand même souvent l'expression d'une peur en dessous. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, moi, euh, j'avais terminé pas mal de formations
dans l'accompagnement, dans la thérapie, dans voilà l'accompagnement de groupe, et que ça faisait un petit moment que je commençais à animer des ateliers sur la peur. Donc c'est quelque part l'émotion que j'ai le plus étudiée, Mm. parmi plein d'émotions, mais en tout cas c'est celle qui est revenue régulièrement. Et cet atelier de la peur, finalement, euh, je voyais à quel point moi j'avais l'impression d'enfoncer des portes ouvertes et de dire des banalités, Mm. mais que quand je disais des banalités, il y avait quand même beaucoup de gens qui disaient ah ouais putain, j'avais pas vu ça comme ça. Et donc en fait je me suis dit bah ce serait intéressant d'ouvrir l'espace et de pas le rendre uniquement accessible à des gens qui feraient l'atelier, etc. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait est née un petit peu l'idée de partager euh, les peurs des gens. Et en fait, le principe, c'est que vraiment, euh, les abonnés témoignent de leur peur, ce qui est déjà l'espèce de première étape d'expression de la peur et de finalement d'un espèce de soulagement ou euh, de dépôt, en fait. Tu vois, comme un peu le Ouais, principe d'un cercle de parole, quoi. Finalement, on accueille exactement. ce qui se passe, quoi. Et je me suis dit, bah, c'est hyper intéressant de voir que même quand la personne parle, on m'envoie un message sur ses peurs et que je dis merci, quelque part, bah, il y a un espèce de truc tu vois, qui se relâche, Oui, oui. euh, parce que, bah, voilà, parce qu'en fait, l'autre est reconnu dans ses émotions, quoi. Et du coup, après, je choisis et sélectionne des témoignages qui m'inspirent pour parler d'un sujet. Alors après, finalement, on voit bien que la peur, c'est une excuse pour parler d'autres sujets. Ouais. Euh, mais le point de départ, c'est ça. D'accord. Ça marche. Donc, tu es artiste, donc il y a justement ce côté aussi, parce que les artistes s'en servent souvent aussi pour vraiment éclore. Tu es artiste et tu composes, et en plus de faire de faire tes ateliers, c'est vraiment devenu quelque chose de complémentaire pour toi, en fait, à la fois de parler des peurs et de les utiliser enfin, dans tes métiers, finalement, puisque c'est deux façons de travailler que tu as. Ouais. Et si là, tu devais nous donner déjà une définition de la peur, enfin, on sait que c'est une émotion. Est-ce que Ouais. tu t'es déjà amusé à te dire, bon, allez, je vais commencer mon atelier, je vais vous donner une définition de la peur. Je sais qu'il y a plein de nuances. Est-ce que tu as déjà quelque chose qui ressort souvent aussi de ça quand tu fais tes ateliers? Ouais, ouais, évidemment qu'au départ, les gens viennent parce qu'ils ont peur, donc c'est déjà super qu'ils soient venus parce c'est marrant parce que c'est un atelier où il y a beaucoup d'annulations, justement parce que les gens ont peur de venir. Euh, et, euh, et effectivement, je commence par la définition de la peur. Alors, euh, plus j'avance, parce que là, j'ai fini d'écrire mon livre sur la peur et donc du coup, j'ai élargi le sujet à plein d'autres choses. Mais je dirais que le premier principe de la peur, c'est le système de survie qui se met en place par rapport à un danger. Tout à fait. Donc ça, quelque part, c'est super utile parce que c'est pour ça que c'est grâce à ce système de survie finalement qu'on traverse pas n'importe comment au feu rouge, que on arrive à aussi se trouver un toit, à manger, des relations équilibrées, etc. Euh, donc, si tu veux, le premier plan, ça va être le plan biologique, quoi, si tu veux. C'est le plan qui va peut-être nous ramener indirectement à notre propre mort, la mort de notre corps physique. Donc, si tu veux, la peur, c'est le mot qu'on met quand on est dans un système de survie et que à ce moment-là, le corps dépense une certaine énergie, développe certaines, certains neurotransmetteurs, certaines hormones, pour qu'on puisse à un moment donné faire l'état des lieux et se mettre en action par rapport à une situation qui tendrait vers ce qui est désagréable, vers ce qui est douloureux, vers ce qui fait souffrir, vers la douleur. C'est pour ça que j'adore le thème de ce soir. Donc ça, c'est le premier plan de la peur, mais celui-là, il est absolument nécessaire. Et puis, tu as le deuxième plan de la peur qui, lui, est forcément beaucoup plus psychologique, Mhm. où là, par exemple, on va avoir peur de l'abandon, Tout à fait. où on va avoir peur de s'engager, où on va avoir peur de quitter un job qui nous plaît plus, alors qu'il nous plaît plus. Et là, effectivement, on voit que toutes ces constructions psychiques, finalement, elles, je dirais que pour résumer, c'est toujours l'idée
d'un passé qui est toujours présent. Excellent. Ouais, tu sais qu'on en parle ça dans le yoga avec les samskaras. Enfin, Bah ouais, bien sûr. Et ouais, Krishnamurti et Prajnampad en ont très très bien parlé, je trouve d'ailleurs. Et finalement, en fait, là, on se rend compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus de l'ordre du rapport au temps, du rapport à l'autre, du rapport à, à l'image de soi, et donc à l'ego, du rapport à la construction familiale, sociale. Euh, et dans ces cas-là, oui, effectivement, on est dans une forme de peur qui finalement va déclencher derrière le même système de survie que quand on est en danger, sauf que a priori, on n'est pas en yeah, danger. tout à fait. Ouais. Ouais, non, c'est hyper bien résumé, je trouve, ce que tu dis et ça fait beaucoup écho quand enfin, tu parles justement de de comment est-ce que ça peut venir, enfin, réveiller le cerveau de survie parce que ça a été fait pour ça et que derrière, finalement, on se retrouve à avoir un passé qui refait surface, même si c'est pas les mêmes choses qui se passent. On vit pas la même scène, mais on a vraiment le même processus. Et donc, il y a un passage, enfin, c'est les Yoga Sutras, hein, c'est Mhm. super connu, c'est la petite Bible du yoga, l'une des petites parce qu'il y en a plein. Et ils disent justement, en parlant des samskaras, euh, donc ils disent les impressions latentes et la mémoire ont un fonctionnement similaire, même si elles s'expriment différemment selon le lieu et le moment. Et ça rejoint vraiment ce que tu dis, tu vois, avec cette notion de, enfin, les samskaras, c'est comment on est conditionné finalement avec notre histoire et comment les peurs moi, je retrouve aussi ça dans les personnes que j'accompagne quand je commence à travailler sur les accompagnements, sur tout ce qui est justement douleur avec les panels, puisque les femmes, elles ont des douleurs, la douleur des femmes aussi, des hommes, enfin, elle prend vraiment différentes couleurs et je retrouve vraiment les processus émotionnels des femmes. Même quand on travaille sur la reconversion professionnelle, quand elles veulent quitter un travail, en fait, je retrouve un processus qui a été mis en place à la naissance de l'enfant. Enfin, et ça rejoint vraiment ce que tu dis quand dans l'expression des peurs et comment est-ce on peut les comprendre. Et donc toi, donc tu fais des cercles, donc tu as des personnes là, elles sont nombreuses, et comment tu arrives justement à permettre aux personnes, parce que c'est déjà une étape d'arriver, tu disais tout à l'heure que les gens ils annulent, donc j'imagine déjà le truc. Quand moi j'ai voulu faire des cours de yoga, que j'ai mis yoga et douleur chronique, les gens étaient là, mais je me suis dit je vais avoir personne. Je trouve qu'il y a déjà une démarche, tu vois. Donc quand les gens arrivent à ton atelier ou à un cercle que tu Mhm. organises, Ouais. comment est-ce que voilà, tu as parlé de la définition, mais comment est-ce que tu laisses l'expression de la peur s'exprimer en fait? Et Mhm. comment toi, avec ton regard de thérapeute, puisque tu l'es, tu vas réussir à te dire, tiens, il y a quelqu'un qui est en train, parce qu'on le voit ça, qui veut dire quelque chose et qui n'arrive pas à l'exprimer. Comment tu te comportes face à ça? Hmm, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Le premier qui est ultra pragmatique, c'est que Mm. les gens, ils payent. Non mais c'est con, mais ils sont là et ils ont payé. Ouais. Donc déjà ça joue dans bon, est-ce que j'ai payé pour rien et je viens pour 2 jours et je vais en fait juste pas m'exprimer et pas faire les exercices et pas participer, ou est-ce que je vais m'engager dans ce travail pendant 2 jours et voir ce qui se passe. Donc ça Mm. c'est con, mais si tu veux l'engagement financier ça joue déjà comme moteur. Mm. Après, effectivement, si c'est des gens qui passent par Balance ta peur pour me contacter pour les ateliers, ils ont déjà une notion, ils ont déjà vu un petit peu ma tête, ils ont déjà comment lu des choses, donc ils sont un peu rassurés. Pourquoi je parle de rassurés? Parce que c'est le troisième élément qui, à mon avis, rentre en compte, c'est que quand il s'agit de la peur, il s'agit toujours donc de survie et donc d'insécurité. Ce qui veut dire que la qualité de l'accueil et la qualité du cadre que je vais poser pour les sécuriser, pour qu'ils sont en confiance et pour qu'ils se permettent d'être Ouais. qui ils sont, voilà, et fait partie de l'élément fondamental de n'importe quel accompagnement, thérapie et donc aussi atelier de groupe. Donc, je passe beaucoup de temps au départ à me présenter, à ce que chacun et chacune se présente, et puis à donner le cadre, donner certaines règles, donner certaines conditions. Et en fait, moi, comme au départ, je vais constituer une figure d'autorité,
soit je peux être dans un autoritarisme et donc ce cas-là, je vais générer de la peur, soit je vais être dans une forme de bienveillance, d'accueil, et dans ces cas-là, bah, ils vont se sentir sécurisés. Et je peux te dire que dès le premier exercice, qui est très challengeant, la plupart le font. En fait, il y a très très rarement des gens qui disent non, non, mais là, je peux pas. Je dis attention, c'est que le premier exercice de la journée, il y en a 2 jours. Donc là, à Lille, on a trouvé un programme pour le faire en une journée, voilà. Donc c'est d'autant plus intense. Mm. Mais je suis toujours très étonné en premier de voir à quel point les gens, finalement, les participants, euh, dépassent leur peur dès le début. Et de se voir dépasser leur peur, finalement, ça leur donne beaucoup de courage pour la suite après. Excellent. Ouais, donc il y a vraiment ce que tu sois disponible. Est-ce que tu penses que ça aussi c'est une question, nos peurs en fait elles évoluent, enfin nos peurs, les processus avec lesquels on aborde nos peurs vont évoluer, mais en tant que thérapeute qui accompagne justement les personnes à les aborder, à les regarder, à les accueillir, est-ce que toi comment est-ce que ça t'a nourri déjà pour changer la vision de tes propres peurs? Parce que on a aussi, quand on est en face, les personnes vont nous renvoyer à notre propre histoire, rien que par leur état, leur façon d'être. Comment est-ce que toi, tu arrives justement à jouer avec tout ça? Est-ce que tu arrives dans les thérapies, toi-même, tu te dis, oula, moi, j'ai peur aussi, ou Hmm. à force d'en faire, tu as réussi à déposer des choses de côté? Euh, je dirais que chronologiquement, ce qui me permet de pouvoir travailler avec les peurs des autres et les accompagner, c'est que j'ai effectivement moi-même traversé des énormes crises d'angoisse et des énormes douleurs, des moments difficiles. Et j'ai été du coup accompagné pour, euh, pour ça, en fait, pour traverser tout ça. Ce qui fait que, bah, toi tu le sais parce que tu accompagnes aussi des gens, a priori on ne peut travailler avec quelqu'un que si nous-mêmes on a déjà travaillé dessus. Donc pourquoi la peur c'est mon sujet? Parce que ça a été mon sujet depuis que je suis tout petit et que j'ai passé 35 ans à les dépasser, à les regarder, à les comprendre. Et du coup, il y a cette expérience finalement, on peut appeler ça une expérience, qui fait que j'ai du recul sur ça. Et puis surtout, je crois que le plus important, c'est de toujours observer cette espèce de distance bienveillante par rapport à l'autre. En fait, les émotions, c'est des choses qui se transmettent très facilement, qui se communiquent très facilement. Et dans le métier d'accompagnant, je crois que c'est assez fondamental de ne pas oublier que l'on ne sait rien de la personne et qu'on ne sait pas à sa place et que on ne fait pas à sa place non plus. Donc en fait, euh, quelque part, moi, je viens un petit peu comme un explorateur, comme un anthropologue. Euh, donc, si tu veux, je suis même pas dans. Il y a évidemment cette empathie, mais si tu veux, pour moi, quand quelqu'un va me parler de l'émotion, m'a parlé de la peur, euh, moi, je le vois déjà comme un sujet d'étude que je vais pouvoir décortiquer avec elle. Donc, en fait, euh, je suis pas fondu et en fusion avec la peur de l'autre. Et puis je suis très cadré parce que j'ai 2 superviseurs pour mon travail, pour justement continuer le travail en parallèle et aller choper avec moi les angles morts et les choses que je verrais pas encore chez moi. Donc ça c'est très nécessaire. Et puis dans les formations que j'ai faites, on a toujours été obligé d'être suivi à côté. Donc Ouais, c'est garant, en fait, le travail qu'on fait pour soi-même est garant de la qualité du travail pour l'autre, je crois. exactement. Ouais, ouais, je pense que c'est exactement ce que tu dis, d'avoir soi-même déjà un propre cadre pour se remettre dans un axe. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'essaie de transmettre aux personnes qui ont des douleurs que j'accompagne de trouver son cadre de soins. Et tu parlais tout à l'heure justement de quand tu disais j'ai travaillé voilà ça fait 35 ans j'ai travaillé sur moi je continue à le faire je mets un cadre. Il y a Boris Cyrulnik qui parle justement souvent de l'identité narrative du fait que c'est comment on se sera raconté notre histoire avec les émotions qui ont été phares dessus qu'on va pouvoir aller créer comme ça une identité qui sera différente de celle de la société et qui va nous permettre d'être alignés avec ce qu'on souhaite faire et notre quête de sens, en fait, d'existence
ici. Mhm. Je vais te partager juste enfin quelque chose qui s'est passé l'année dernière. Je travaille aussi au CHU, enfin, au Centre hospitalier universitaire de Lille, et avec divers services, puisque comme je fais tout ce qui est yoga thérapie, et il y a un service justement du centre antidouleur qui suivait une dame qui avait des douleurs chroniques, voilà, elle a des douleurs chroniques, elle est tout le temps mal, tout le temps mal. Et puis le service, enfin, il y a plein de thérapies qu'ils essayent souvent. Ils sont très axés médicaments, donc ils avaient essayé plein de choses. Elle avait mal et tout, et elle avait 55 ans. Et en fait, on finit par lui mettre une électrode au niveau de la tête. Et en fait, cette femme, elle s'est réveillée, elle avait plus mal, tu vois, elle avait plus de douleur. Donc on avait réussi quand même à faire quelque chose. Et puis l'équipe super contente, super, on a réussi. Et puis elle revenait quand même pour contrôler. Et au bout de, enfin, en fait, cette femme, au bout de 3 semaines, elle s'est suicidée. Et elle s'est suicidée en écrivant une lettre. Elle remerciait vraiment l'équipe, tout l'accompagnement qui avait été fait. Et elle l'évoquait vraiment. J'avais trouvé ça. Enfin, on était assez touchés, mais j'avais trouvé ça assez intéressant. Et la manière dont le chef de service qui avait essayé ça avait transmis. Elle disait vraiment que c'était trop pour elle parce que elle ne se reconnaissait plus et qu'elle n'avait plus ses repères et que c'était plus la même vie et qu'elle ne supportait pas cette vie. Enfin, voilà, je sais pas ce que ça t'évoque toi dans, dans tout ce que tu fais. Je me suis dit, ce serait bien on en parle avec Angelo parce que voilà, j'ai des femmes, des personnes souvent qui s'identifient à ça, même des personnes qui courent, hein, et qui s'identifient à la notion de douleur justement dans leur processus de vie. Je sais pas ce que ça t'évoque en fait. Bah, merci pour l'histoire déjà, ça me touche. Ça me rappelle finalement cet endroit, tu sais, quand on parlait de la définition de la peur, il y avait vraiment cette partie biologique, de la Mm. survie, etc., du corps, et il y avait cette partie psychologique. Et je crois que fondamentalement, quand on a peur et que effectivement, a priori, par rapport à l'environnement et le contexte, on n'est pas en danger de mort, Mm. c'est la mort du moi qui est en jeu. Ouais. C'est la mort de qui je suis ou qui je crois être. Et je crois que la mort identitaire, c'est beaucoup plus douloureux que euh, peut-être que la mort physique, dans le sens où la mort identitaire, elle peut durer très longtemps. Ouais. Et effectivement, moi, c'est une peur que je reçois souvent en témoignage. J'ai peur de pas savoir qui je suis, j'ai peur de pas trouver ma place. Euh, déjà, voilà, pour rassurer tout le monde, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, prenez le temps. Mais effectivement, je crois que quand il y a une dépersonnalisation ou comme quelque part la mort identitaire, finalement, en fait, bah voilà, en fait, la personne, elle a mis fin à ce qui restait d'elle, c'est-à-dire son corps, donc, tu vois, Ouais, tout à fait. son vivant. Euh, Quelque part, sa mort psychique et sa mort identitaire étaient déjà là. Et Ouais. il restait plus que son corps, et donc elle a allé jusqu'au bout du geste. Après, je peux entendre que le suicide soit effectivement une solution de retrouver une forme de contrôle sur sa propre vie, sur son Mm. propre corps. Moi, j'en parle souvent parce que j'ai beaucoup de personnes comme ça qui, parfois en crise de dépression, y pensent. Alors, ils vont pas jusqu'au bout. Ou alors même des fois, on analyse des troubles du comportement alimentaire où Ouais. on sent qu'il y a effectivement cette pulsion de mort, mais qui est finalement une espèce de tentative de reprendre la Je main comprends. sur Ouais. son corps ou sur sa vie. Et parfois, effectivement, ça va jusqu'au bout, quoi. Mm. Effectivement, la mort identitaire, pour moi, elle est propre à l'être humain. Tu ne t'entendras jamais un lion rugir parce qu'il sait plus qui il est. Mais effectivement, c'est tout le propre de l'être humain, quoi. C'est qui je suis, quoi. Mm. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, après, ce que tu viens de dire justement sur la mort identitaire, le fait de se dire, mais il y a cette notion de corps et il y a cette notion de mental et de spiritualité. La douleur, en fait, est souvent définie comme une sensation émotionnelle désagréable et on va vraiment retrouver donc l'interpellation des cinq sens.
Donc, qui va justement, comme tu expliquais, faire qu'une personne soit dissociée de son corps. Et là, c'était vraiment ça, elle était tellement dissociée de son corps. Mais on va retrouver ça justement dans les phénomènes de douleur. Tu vois, une femme qui va accoucher, on a souvent comparé la douleur de l'accouchement à celle d'un marathon. Mais il y a aussi, derrière, quand on analyse ça, c'est de dire qu'en fait, cette douleur utérine, elle va rappeler tout ce, tu vois, on parlait tout à l'heure du passé, quand une femme accouche, en fait, c'est toute son histoire qui monte, ses contractions vont réveiller tellement de choses en elle que finalement ce n'est pas que le simple fait que le bébé passe qui est en train de se jouer, c'est tout ce côté psychologique dont tu parles. Mm. Et donc ça a été comparé comme la pire des douleurs, hein, la douleur de l'accouchement, de la naissance. Et souvent j'ai tendance à comparer ça, à dire que finalement on renaît un petit peu de nos sens à chaque fois qu'on vit une douleur, une peur, qu'on a dépassé sa peur, parce que moi je considère la douleur aussi comme une peur quand elle s'installe, on renaît de quelque chose et que finalement cette renaissance elle coûte à notre sensibilité, à nos sens dans la direction, dans les sensations. Je ne sais pas si cette notion des cinq sens te parle un peu, si tu travailles avec ça, si Si je te rejoins complètement, j'aime bien cette image finalement qui est que la douleur n'aura pas l'innocence, quoi. Euh, Malheureusement pour l'être humain, souvent il va attendre d'avoir ces douleurs pour ouais, se reconnecter à ses émotions et à ses sensations. Euh, Souvent, moi j'ai des personnes aussi qui viennent parfois qui me disent voilà, j'ai un problème, je ressens rien. Et du coup, effectivement, en fait, la personne ne se rend même pas compte que ne rien sentir, c'est déjà sentir quelque chose, quoi. Et en fait, pour faire le parallèle avec la douleur, qui serait la douleur physique, c'est intéressant même sur la notion de santé, parce que c'est vrai que on va beaucoup parler des douleurs, des maladies, des symptômes, etc. Mais on va rarement tenter de définir ce qu'est la santé. Et moi, je sais que un des premiers mentors que j'ai eu en soins énergétiques m'a vraiment aidé à comprendre ce qu'était la santé. Et la santé, c'est pas que l'absence de douleur, quoi. exactement, c'est clair. Sinon, on se ferait chier. Sinon, en fait, on sent rien et puis en fait, on sent que la douleur. Donc la santé, c'est tout un mécanisme de quête et de tentative d'équilibre en fait. Tout à fait. La douleur, pour moi, finalement, elle fait partie de la santé. En fait, Mm. c'est que elle nous indique euh, qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour se rééquilibrer, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que cette notion en fait de sens, quand tu reprends, parce que c'est une définition scientifique, tu te dis il y a les cinq sens dedans, et puis quand on regroupe, enfin je fais juste un petit parallèle avec le yoga, on parle beaucoup dans le yoga de pratyahara, de travailler sur le retrait des sens pour pouvoir justement régénérer l'ensemble de son corps. Et on sait, moi je sais par exemple qu'aujourd'hui, euh, comme j'accompagne à la fois les femmes enceintes, c'est ce qui est assez intéressant parce que là, il y a tout de beau qui va arriver, c'est positif, tu vois, c'est une douleur positive. Et après, j'ai des femmes, voilà, qui sont en quête de reconversion, qui savent plus ce qu'elles sont, elles ont des douleurs comme ça. Et puis, j'ai les malades, j'ai les femmes malades, atteintes d'endométriose, tu vois, de fibromyalgie. Et c'est souvent assez intéressant pour moi parce que de voir que finalement, j'ai des femmes dans différents parcours de leur vie qui vont te parler de ce même mot de douleur qui va juste se teinter. Et donc je me suis souvent amusée, enfin je m'amuse pas, mais j'essaie souvent de classifier la douleur en disant bon il y a une douleur physique qui peut être du coup physiologique parce qu'on a mal au ventre ou mécanique parce que voilà on a le genou qui s'est cassé, on a le bébé qui est là qui prend toute la place donc c'est mécanique ou alors vraiment travailler dans une douleur émotionnelle et du coup quand je travaille avec la douleur émotionnelle je vais justement aller toucher à tout ce qui est spiritualité parce que souvent je me dis quand on a une douleur émotionnelle qui est là qui va nous entraîner comme tu disais tout à l'heure à une sensation de mal-être, de déprime, de dépression et on va vraiment pouvoir différencier la douleur du coup physique qui va entraîner une dépression physique pour moi, tu Mm, vois, comme mm, avec cette femme qui avait cette douleur du corps qui était déjà, c'était une dépression du corps. Et quand on a soigné sa dépression du corps, mais son mental allait bien, il a dit bah non, il n'y a plus de connexion. mm, Et donc j'aborde vraiment cette douleur, la douleur émotionnelle pour prendre toute une place importante dans la conception des personnes. Et dedans, du coup, la douleur, la peur vient se mettre, toutes les colères et tout ce qui est là. Est-ce que dans tout ça, il y a souvent la notion de manque que moi j'aborde, le manque que va créer justement la douleur.
le manque qui crée justement cette peur, puisque ça, on manque de quelque chose, donc on a peur et on ne sait plus comment s'en dépatouiller. Est-ce que la notion de manque, en fait, tu l'abordes dans tes ateliers? Comment est-ce que tu... Hmm. Euh, c'est vrai que souvent la peur va faire référence à des choses qui ont pu manquer, euh, ne serait-ce que la peur de manquer, en fait, tout simplement. C'est vrai. Non, mais des fois, c'est très Ouais. direct, hein, c'est j'ai peur de manquer, voilà, donc on va aller voir est-ce que c'est peur de manquer, dans quel sens, quoi, qu'est-ce qui va manquer. Mais effectivement, moi, ce que j'entends par manque par rapport à peut-être aux émotions, qui pourraient avoir un rapport avec la douleur, euh, je crois que la peur, elle naît aussi à un moment donné avec le manque ou l'absence de pouvoir, en fait. Ouais, Il y a un moment où ce qui va nous faire peur dans la douleur, c'est que on est impuissant. tout à fait. Ouais. Et pour moi, il y a une grande, c'est une notion qui est très importante parce que je crois que c'est un des plus grands renoncements existentiels qu'on a à faire chacun individuellement, de renoncer à la toute-puissance et de voir que, effectivement, face à certaines choses de la vie, on est impuissant. Et je crois que l'impuissance face à la mort, qui finalement, la douleur nous rappelle finalement peut-être la suite qui serait la mort, Mm. bah, génère la peur de la douleur et la peur de pas s'en sortir et la peur de pas avoir de pouvoir dessus. Et pour moi, ce serait ça le manque, en fait. Ce serait qu'est-ce qui me manque pour être aussi impuissant face à la douleur. Ouais, tout à fait. Mm. Ah non, c'est exactement ça. Souvent, je travaille les gens, des personnes qui ont peur dans leur corps, quand la douleur s'inscrit dans le corps, ils se mettent, l'émotion, c'est ex mauvais, ils se mettent vraiment dans un mouvement extérieur de dire tout vient de l'extérieur. C'est à cause d'eux que ça n'arrive pas. Et ils sont tellement emportés par ce mouvement extérieur que comme la douleur consomme les neuromédiateurs, ça consomme la dopamine, ça consomme la sérotonine, c'est des personnes en fait qui vont commencer à chercher à faire. Donc j'ai des patientes en fait qui vont être dans une surconsommation de soins et Hmm. elles basculent sans se rendre compte dans un côté addictif. Je consomme, enfin plein de cours de yoga, je consomme plein de soins, je consomme, je consomme. Et elles se retrouvent dans une addiction qui souvent est compliquée à aller expliquer parce qu'on peut Hmm. dire à quelqu'un bah tu es en train de consommer le yoga, attention, ou de lui dire que tu es en train de surconsommer parce qu'elles vont par exemple s'investir à fond dans des associations, faire plein de choses. Et et souvent, c'est des profils de femmes, tu vois, qui ont la fibromyalgie et du coup, elles téléportent vraiment un don. Elles commencent à beaucoup être dans l'extérieur de soi. Hmm. Et, euh, et ça, c'est enfin, et ça entraîne en fait un besoin de reconnaissance parce qu'elles font, parce qu'elles ont peur de pas être reconnues dans ce qu'elles vont donner. C'est vraiment, je trouve, je sais pas comment dire, si tu, enfin, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est un espèce, tu sais plus. Enfin, tu te dis, mais c'est Bah, complexe pour les personnes. c'est lié. On a parlé de manque juste avant, et finalement, une fois qu'on est en train de faire l'expérience du manque, la nature détestant le vide et nous aussi, on va chercher à compenser. Donc, pour moi, ça me rappelle un principe assez simple de psychanalyse, qui est la notion de plaisir et de déplaisir. C'est-à-dire Mm. qu'on va naturellement chercher ce qui nous fait plaisir et naturellement chercher à éviter ce qui nous est désagréable. Ça, Boris Cyrulnik, il en parle très bien. Donc, et effectivement, à partir du moment où je vis le manque et donc la frustration de ne pas pouvoir atteindre ce que je considérais comme la source de mon plaisir, je vais changer de chemin et je vais un petit peu détourner l'objectif pour me donner la sensation que finalement j'ai quand même atteint mon but. Et donc on explique beaucoup aussi les TCA dans ce sens-là, et puis effectivement les compensations qu'il peut y avoir chez certaines femmes justement pour aller combler le vide en fait. Ouais. Donc il y a le manque, et puis il y a la peur du manque, et puis il y a la peur du vide qui est derrière. Et du coup, bah, nous, on va forcément avoir, dans un système de survie aussi, chercher à compenser et chercher des espèces de chemins détournés, quoi. Mm. Et est-ce que, par exemple, tu aurais un cas où tu t'es senti, un cas déjà avec plein de choses différentes. Tu vois, je parlais de ce, tu sais plus où tirer la pelote, il y en a partout. Et, Tout le monde?
est-ce que tu as, comment dire, enfin, je sais que tout le monde est différent, il y a beaucoup d'individuels, enfin, on est individuel en tant que personne, mais est-ce que tu as déjà eu un cas vraiment complexe qui tu t'es dit, mais waouh, enfin, et finalement tu t'en es sorti. Est-ce que tu pourrais nous partager une situation comme ça? Alors déjà, je trouve que c'est pas moi qui m'en suis sorti, c'est elle. Oui, toi, la compagnie, Moi, bien je sûr. fais ce que je peux au mieux, et puis après, si ça l'aide, tant mieux. Mais je dirais que les cas, genre, je pourrais pas te donner un cas en particulier, mais j'ai plusieurs cas. Alors moi, je sais pas comment ça se fait dans mon histoire. Enfin, je pense pas savoir, mais j'ai quand même beaucoup d'histoires dans ma patientèle de femmes qui ont été abusées, violées ou qui ont connu l'inceste. Alors soit c'était à leur niveau, soit c'était au niveau des parents ou de la mère, soit c'était au niveau de la grand-mère, soit c'était encore au-dessus. Et effectivement, les cas les plus complexes, ce sont les cas où il va y avoir par exemple de l'endométriose chez cette patiente, ou des difficultés avec les rapports sexuels ou la pénétration, des difficultés avec l'image d'elle-même ou avec le rapport au corps. Et tout ça, en fait, souvent, quand on tire le fil, on se rend compte que en abordant, alors moi je suis spécialisé en transgénérationnel, donc en abordant finalement ce qui s'est passé dans les générations au-dessus, ah oui, d'accord. En fait, on se rend compte que finalement, cette endométriose ou ce vaginisme ou voilà, des problèmes, voilà, de troubles du comportement dans la sexualité ou dans le corps, dans le rapport au corps, finalement, euh, sont les agrégats, et comme dirait Serge Tisseron, les ricochets en fait d'une histoire qui est beaucoup plus grande qu'elle, Ouais, où il y a eu effectivement à un moment donné, ou même par exemple de l'infertilité, tu vois, ouais, parce que finalement ça fait 3 générations de femmes qui se font abuser. Et donc exact. à un moment donné, le corps, même si c'est douloureux, va choisir de mettre fin à ce cycle. Ouais, En plus, je parle de cycle volontairement. Euh, et donc mettre fin à ce système d'abus ou ce système d'enfants illégitimes qui sont nés de viol, etc., en coupant totalement le système reproductif. Et donc, parfois, on peut aller jusqu'à effectivement des cancers de l'utérus. tout à fait. Et donc ça, c'est les cas les plus complexes parce que la personne va mettre forcément beaucoup de temps à élaborer, à comprendre son histoire et à en avoir aussi les informations pour finalement ressentir que la douleur et probablement le symptôme n'ont plus besoin d'être là puisque c'est plus son histoire en fait. Ouais. Et ça met du temps. Carrément. Mais tu sais, ça me touche énormément parce que enfin, tu parlais de ça comme si tu étais, enfin, c'est un sujet que je travaille énormément, tu vois, et là, enfin, franchement, ça m'a touché comment mais c'est trop ça, j'ai même pas de mots pour, enfin, c'est tellement ça, c'est un travail que je fais aussi, j'ai l'endométriose et je sais bien que c'est pas que mon histoire de maintenant parce que ça va au final, mais que c'est vraiment toute l'histoire, voilà, ma grand-mère était esclave, enfin, c'est pas très Bah loin, oui. donc c'est plein de choses en fait. Ça j'ai compris ça, mais c'est compliqué quand je suis sage-femme et quand je travaille avec des professionnels de santé, des médecins gynécos qui sont, tu vois, comme ça, et que voilà, j'ai toute cette approche moi de médecine alternative Hmm. et que tu essayes de faire passer ça comme ça et que ouf, en fait, et tu vois, ça me touche énormément parce que tu es un homme, tu parles de vaginisme, enfin, tous ces problèmes d'endométriose, d'infertilité, qui, enfin, en tout cas, franchement, enfin, ouais, hyper touchant, quoi. Mais c'est trop Moi, ça. je suis très touché par ces histoires et puis c'est pas anodin aussi que ce soit des femmes qui viennent auprès d'un homme pour ça. Donc même là-dessus, Mm. il y a des choses à, comment à aller explorer au niveau de qu'est-ce qu'elles cherchent à travers moi à reconstruire dans l'image de l'homme qu'elles ont, puisque Mm. des générations avant, l'homme a été un abuseur, un violeur ou quelqu'un d'irrespectueux. Donc effectivement, c'est ouais, là où moi j'ai été choqué, c'est le nombre de cas en fait. Ouais. Il y a un moment donné, je me suis dit, mais attends, c'est toutes les femmes ou c'est quoi le... Franchement, c'est ça qui me touche le plus. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais. Ouais. Enfin, tu vois, ça me laisse enfin, voilà, je ne pensais pas qu'on allait parler de ça, Moi non plus, ouais. mais enfin, on discutait en échangeant qu'il fallait faire un atelier ensemble, mais ça me touche encore plus parce que j'ai beaucoup de patientèles comme ça, de patientes comme ça, et je me Mm. dis, waouh, enfin, en fait, il va falloir qu'on fasse vraiment cet atelier pour que Bah ouais, avec plaisir. c'est hyper,
Je vais te partager une petite phrase que j'aime bien. On va essayer de faire justement le parallèle entre peur, douleur, souffrance. Mm. En fait, c'est René Lewis qui a écrit ça. C'est une petite phrase de lui. C'est un ancien physiologiste, médecin, chirurgien qui a beaucoup œuvré sur la douleur dans les années 1900. Il était à fond dedans. Il a vraiment mis des principes et il a commencé à parler de la douleur maladie. De dire qu'en fait, on pouvait avoir comme ça des douleurs qui devenaient maladies. Et en fait, il n'était pas très bien vu parce que enfin, la douleur, on n'aime pas trop ça. On n'aime pas trop ça. Même si c'est juste que quand même, il y a une consultation sur deux où les personnes viennent quand même parce qu'ils ont mal. En fait, la douleur est très mal perçue. Donc, il dit, lui, distinguer la douleur de la souffrance n'est pas évident. Les notions se chevauchent sans cesse dans le langage ordinaire. Mm. Donc, il parle vraiment de ce côté, on est tout le temps finalement, il y a un petit côté borderline entre j'ai la douleur, j'ai de la souffrance. Et souvent, dans le jargon médical, on va parler de kinésiophobie. C'est des personnes qui ont peur déjà d'entraîner la douleur, rien qu'en levant le bras, j'ai mal. Et je trouvais justement cette notion de dire on se chevauche entre douleur et souffrance, mais en fait, peut-être qu'au milieu, il y a la peur. Tu sais, Ah, c'est intéressant. Alors spontanément comme ça, je dirais que oui, dans le sens où euh, je crois qu'il y a la douleur, ça c'est le stade 1, et que à un moment donné, du fait de notre impuissance, on va résister à la douleur. Et pour moi, la souffrance, c'est la résistance à la douleur. Mais c'est aussi la résistance à la vie parfois, hein. Des fois, on résiste à des choses et c'est ça qui nous fait souffrir. Et pour moi, la souffrance, elle est vraiment, elle s'inscrit vraiment dans la continuité. Tu sais, c'est un petit peu comme la nuance entre un trauma et un traumatisme. Le trauma, ça va être l'événement ponctuel qui crée la douleur. Et le traumatisme, ça va être le fait que, effectivement, ça continue dans le temps alors que l'événement n'est plus en train d'arriver. Donc, quelque part, la souffrance, elle naît de la résistance à la douleur. Alors, c'est sûr que pour n'importe quel être humain doué de conscience comme nous, euh, ça paraît aberrant et impossible de se dire, OK, il faut que j'accepte la douleur. Je... Parce qu'il y a un renoncement à faire qui est effectivement, encore une fois, que on est impuissant face à la douleur. Donc, effectivement, on a le choix et on a la possibilité, on a le pouvoir d'avoir mal sans souffrir. tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est un peu bizarre comme phrase, mais je peux avoir une douleur, mais ne pas en souffrir dans le sens où la souffrance, elle va, et tu l'as dit tout à l'heure très très bien, elle va aussi naître de l'histoire que je me raconte de la douleur. Et donc, à partir du moment où effectivement le mental va commencer à se raconter, à répéter l'histoire, à essayer de chercher, tu vois, dans la souffrance, il y a quelque chose d'un petit peu obsessionnel qui fait que Tout ça à fait, dure, en fait. c'est Tu sais, ça. c'est comme les gens qui essaient de pas avoir mal, en fait, ils pensent tout le temps au fait qu'ils ont mal. Et c'est ça qui fait souffrir, quoi. Donc c'est un endroit qui est très délicat et effectivement la peur entre les deux fait que effectivement la douleur peut se transformer ou s'accumuler avec effectivement de la souffrance, quoi. Et donc, est-ce que tu penses que dans tout ce qui est justement, tu vois, on parlait là des maladies, tout ça, est-ce que tu penses que la peur, elle va venir s'imbriquer complètement dans l'histoire, dans la vie quotidienne de ces personnes-là? Alors je dirais que c'est les deux, c'est-à-dire que à la fois effectivement suite à une douleur, la peur peut émerger pour toutes les raisons qu'on a évoquées et donc augmenter éventuellement la douleur et créer de la souffrance, Exactement. ou la peur peut aussi générer des douleurs. C'est vrai. C'est-à-dire que ça peut aller dans l'autre sens aussi. Et ça, on rentre là dans la psychosomatique et effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'émotions qui sont pas entre guillemets digérées ou qui sont pas élaborées, qui finalement vont générer des douleurs chroniques ou des douleurs physiques, parce qu'à un moment donné, comme la psyché n'a pas pu se représenter la douleur parce qu'elle était insupportable ou se représenter un événement, euh, l'énergie quelque part va descendre dans le corps et va générer effectivement ce qu'on pourrait appeler une émotion qui est enquistée, et donc elle s'enquiste dans une douleur, ou dans un kyste réel ou dans une douleur physique, quoi. Donc oui, donc pour toi aussi justement, il y a cette notion de symptôme,
le corps va parler, le mental va peut-être tisser quelque chose, mais le corps va parler. Et peut-être, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens en douleur chronique, on l'a souvent des patients qui disent, mais je ne sens plus rien, comme tu disais, je ne sens que la douleur. Mon corps, c'est que la douleur. Et quand je leur demande, OK, on va travailler sur les moments où tu as le plus mal dans la journée. En fait, j'ai toute la journée, du mal tout le temps. Je dis, mais en fait, il y a un moment quand même où tu n'as plus mal et on retrouve vraiment cette notion de douleur neuropathique. Alors ça, c'est encore ce que les médecins, c'est encore un nom de médecin, comme la physiophobie. Et on retrouve encore cette notion de douleur neuropathique parce que souvent les médecins trouvaient que les gens étaient des chuchotes et tout ça. Ouais. Et, euh, et moi, la douleur neuropathique, je trouve que la douleur, quand elle commence à se répéter, tu vois, quand une personne a mal au ventre, après elle a plus mal au ventre, après c'est l'épaule, après elle a plus, c'est une douleur émotionnelle, elle sait pas trop si elle a du mal-être au travail et tout ça. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez enfin, je dirais touchant, qui aide à cheminer dans la douleur, qui du coup moi fait réveiller. Je trouve quand on a vraiment travaillé avec les femmes, elles se rendent compte qu'elles ont développé une forme d'hypersensibilité. Hmm. Tu vois, qui va s'installer. Et pour être déjà moi aussi pratiquante de yoga, je trouve que la pratique des médecines proches comme ça, la méditation, même si on dit souvent que c'est positif, ça réveille une forme d'hypersensibilité et des fois qui peut faire peur parce que tu te rends compte que tu es sensible et encore plus qu'avant. Et voilà, c'est quelque chose que je partage là avec toi parce qu'il Ouais. y a cette phrase que j'ai trouvée assez belle aussi, toujours de ce médecin qui dit, nous souffrons de l'interprétation et de l'évaluation des choses, jamais des choses elles-mêmes. Ça me fait penser à un de tes posts, je sais plus lequel, mais tu avais Ouais. écrit un truc comme ça. Hmm. Et donc voilà, enfin, Mais tu vois, on est encore sur cette histoire qu'on se raconte, hein. Quand on parle d'interprétation, finalement, c'est quel mot je mets dessus. Et euh, tout le travail, en tout cas dans ma pratique à moi en psychothérapie, ça va être de réécrire l'histoire, quoi. Ça va être de se dire, ah bah tiens, à un moment donné, c'est le même événement, mais je me le raconte pas de la même façon. Et quand tu disais justement, la notion d'hypersensibilité, elle est intéressante parce que il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, évidemment, aujourd'hui. Euh, Globalement, pour donner un chiffre, on se rend compte que tous les enfants sont hypersensibles jusqu'à à peu près 7 ans. oui, c'est Et vrai. que, donc ça veut dire que c'est de la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous hypersensibles à la base. La mauvaise nouvelle, c'est que les gens qui se croyaient hypersensibles et originaux, bah désolé, en fait, on l'est tous à la base. Et effectivement, le fait d'être hypersensible au départ, bah, forcément que ça va être d'autant plus difficile pour ces personnes qui, je dirais qu'ils n'ont pas encore sublimé leur hypersensibilité. Pour moi, il y a vraiment deux cas. Il y a les personnes qui vont subir leur hypersensibilité et il y Ouais. a des gens qui vont au contraire s'en servir, qui vont peut-être l'utiliser dans leur créativité ou dans la relation d'aide, etc. Bon, moi, j'ai fait les deux parce que je suis hypersensible au départ. Et du coup, ça va, encore une fois, ça va pas être le même rapport parce que ça va pas être la même histoire que je vais me raconter par rapport à une douleur. Mais euh, euh, parfois, justement, comme tu parlais de certaines femmes qui devenaient hypersensibles parce qu'elles sentaient que la douleur se déplaçait, etc., euh, je dirais que euh, parfois l'hypersensibilité, c'est aussi un moyen d'essayer une tentative de retrouver de la toute-puissance et du contrôle. Parce Ouais. que, parce que du coup, plus je vais être sensible, plus je vais savoir où ça va, et peut-être plus je pourrai anticiper ou me dire, ah bah tiens, là, je sais que là, une fois que j'ai ça, je vais avoir ça, etc. Et tu vois, au final, la boucle, on en revient encore à ça, quoi. Ouais, mais c'est exactement ce que tu dis. C'est cette notion que j'essaye de travailler moi avec les femmes, de dire j'ai créé un espace parce que je suis devenue hypersensible, donc je peux sentir que quelque chose, un prémisse on commence à connaître nos prémices. Ah, quand ça va s'aggraver, j'ai un petit peu mal là, après ça va là. On travaille vraiment sur les prémices. Mais en disant non, j'ai identifié le prémisse, c'est pas pour dire que c'est ça et ça et ça et ça qui va se passer après. C'est pour dire je crée un espace, j'accueille et je peux justement soit ralentir, soit aller chercher à me régénérer. Mm. Mais oui, tu as tout à fait raison. On va retourner cette boucle comme ça aussi si on n'a pas travaillé, enfin compris que tout est question de créer l'espace quand ça commence à être compressé quelque part, quand il y a de la douleur, quand il y a de la peur quelque part, l'espace se serre et Ouais. tout l'idée c'est d'ouvrir et de se dire mais tiens qu'est-ce que j'y mets finalement, comment est-ce que je transforme cet espace Bah, c'est le principe même de consulter un médecin, un thérapeute ou quelqu'un qui accompagne, ou même voilà.
des spécialistes. Le principe de consulter finalement quand on a mal quelque part ou quand on souffre de quelque chose, c'est justement parce qu'on se rend à un espace où c'est accueilli. C'est ça. Donc, donc en fait, en restant chez soi parfois et en créant effectivement cet espace par la méditation, le yoga ou d'autres pratiques, parfois ça soulage énormément parce qu'en fait, on en est capable. Mm. Ah Moi, ouais, j'aime bien cette idée d'être nos propres médecins, en fait. Tu autonome. vois. Ouais. Mm, Payer sa science, être autonome et mm. je vais regarder s'il y a des questions comme ça. Ouais, je crois qu'il y en a pas mal. Ah, je sais pas, j'avoue. Ouais, mais en même temps, on discute, quoi. Laissez-nous discuter, merde. J'étais là, ça bougeait plus. J'ai dit, bon, il n'y a peut-être pas de question. En fait, ok. Bah écoute, je te laisse choisir. Tu Ah peux ouais? l'inviter. Si tu as une question qui te. Hop, tu réponds. Parce qu'en fait, il nous reste pas beaucoup de. Il nous Bah reste ouais, ouais, c'est une. ça. Il y a, je sais pas, là, ce que je vois, il y a une super, comment, équation. Ah, excellent. Douleur, tu vois, douleur égale physique, souffrance égale pensée. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Et donc, derrière, après, c'est souffrance égale émotion. Souffrance égale émotion. La Ouais, douleur est aussi une émotion. Souvent, elle est définie comme une émotion. ouais. La souffrance, c'est subjectif. En fait, c'est comme un sentiment. La douleur, elle va venir, elle peut être aiguë, ça c'est comme ça. Mais la douleur qui est chronique, elle va souvent avoir un pic. Et ce pic, en fait, va créer une émotion. Une émotion, c'est très court. Et par contre, l'interprétation, comme on disait tout à l'heure à deux, c'est ce qu'on va en faire et qui va nous emmener vers la souffrance, en fait. Mm. Donc la souffrance, c'est plutôt un sentiment qui va se perpétuer ou se faire arrêter. Enfin, on peut nous arrêter. Moi, je dirais pour compléter ta réponse qu'effectivement, souffrance, c'est un sentiment et non pas une émotion, et que la souffrance, c'est la résistance à l'émotion. Ouais, tout à fait. Et D'accord. ouais, ouais, moi, ça me fait penser à ça. Bon, je sais pas, bon, tiens, on va choisir une deuxième question. Alors, choisis. Alors, euh, alors, c'est quoi être hypersensible? Il y a plein de choses On faut faire là-dessus. un live Ah, juste mais là-dessus. carrément. Alors, c'est tout à fait. La souffrance égarée, c'était pas mal. Peut-on souffrir et continuer à rire? Ah, ça c'est bien, c'est pour toi ça. Euh, Les peurs, tu sais, les représentations par les peurs. J'ai peur qu'on me juge parce que j'ai mal, que je suis malade. J'ai peur qu'on me dise que je vais pas y arriver. Bah, du coup, tu mets le. hmm, je dirais que le sourire a sa place quand c'est pas du déni. Quand c'est pas du déni, dans le sens où il y a des personnes comme ça. Moi, je suis toujours stupéfait en consultation de voir des femmes en première, deuxième, troisième séance qui vont me parler de leur viol, leur abus ou de quelque chose qu'elles ont vécu de très difficile et qui vont le dire en souriant. Et moi, à chaque fois, je note, je dis, mais pardon, mais vous souriez quand vous racontez cette histoire. Moi, j'ai envie de pleurer, donc comment ça se fait que vous vous souriez? Et en fait, souvent, ça va être effectivement une protection. Donc, quand c'est pas de la protection, du déni, du mécanisme de défense, le sourire, il a sa place autant qu'on veut. Effectivement. D'ailleurs, tu le disais très très bien, c'est-à-dire que sur les 24 heures, peut-être qu'il y a des moments où, même si on souffre globalement, il y a peut-être un moment donné où il y a pendant 5 minutes, on va oublier sa souffrance C'est clair. et ça va faire de l'espace pour d'autres émotions comme la joie et peut-être le rire. Donc, oui, c'est possible. Et on peut aussi rire de sa souffrance à partir du moment où, effectivement, euh, on commence à cheminer avec une nouvelle histoire qui se raconte, quoi. Ouais, tout à fait, carrément. Alors, je regarde s'il y en a une autre. Donc, tu viens à Lille la semaine prochaine, mais je pense qu'il y aura d'autres ateliers et puis il y en aura un qu'on va mettre en place ensemble, je pense. Et ton livre, il sort quand? Tu parlais de ton livre sur 30 les peurs. septembre. Ah ouais, c'est bientôt. Ouais, Ok. Et ouais. donc, tu l'as travaillé là pendant le confinement ou c'était déjà... Je l'ai bossé pendant un an, je l'ai écrit pendant un an. Et le confinement, effectivement, ça a été un petit peu le rush. Et là, on est en train de réfléchir à la couverture, un peu tout le visuel, etc. Voilà, ça sort chez Albin Michel le 30 septembre. Et du coup, je pense que j'en reparlerai tout doucement vers fin août pour C'est commencer à génial. en parler, quoi. Je pense qu'il sera sur Amazon en préco et en digital. Et puis Ouais, ça va se après un peu diffuser. partout. Ouais. Alors, tu as mis combien de pages dedans, juste pour faire ma curieuse de qu'est-ce Bah, que... si tu veux, en Word, j'ai écrit 200 pages.
Mm. mais je crois que ça donne pas 2 fois plus, mais un peu moins, parce que du coup, avec la mise en page, Oui, bah le oui. papier, la taille de la typo et tout, c'est un bouquin ouais, c'est un bon bouquin, quoi. C'est Ah, pas un mais pavé non carrément. plus, mais et puis tu sais, il y aura des visuels, il y aura parfois des pages où il y a qu'une phrase, machin, Ah, les génial. témoignages des gens aussi, donc il y a des gens qui vont se retrouver dedans. Donc voilà, il y a quand même, c'est quand même aéré, mais D'accord. Et donc là-dedans, tu vas nous parler de la peur, enfin, comment elle ouais, évolue. exactement. En fait, j'ai répertorié. En fait, je me suis vraiment servi du conte et des témoignages. Ah, Et génial. j'ai répertorié en gros les 21 plus grandes peurs qui reviennent. Ah, c'est quoi, Euh, là? ah bah, tu liras, hein. Bon, je pense que tu les connais, hein. Mais en gros, j'ai répertorié les 21 plus grandes peurs qui nous empêchent d'aimer et d'être en relation. Ah, génial. J'ai anglais ça sur la relation et sur l'amour parce que je voulais vraiment pas qu'on reste sur un truc sur les peurs, mais que finalement, Oui. voilà, ça ouvre sur la relation à l'autre. Ah, c'est génial. Écoute, j'ai hâte. Donc, c'est bien. Donc, on aura de quoi faire, hein. Ouais, On aura de quoi faire. Je vais regarder s'il y a une dernière question. Il nous reste 4 minutes. Et puis, si tu as des choses à... Parce que moi, je pourrais te poser encore plein de bah questions, mais ouais, faut qu'on se voit. c'est clair, hein. Alors, ah bah tu vois, il y a déjà des gens qui attendent fin septembre. Bah Ton ouais, livre est déjà attendu, tant mieux, tant mieux. donc je pense que tu viendras à Lille avec un petit paquet. Ouais, alors Elise m'avait proposé, mais du coup, je les aurais pas là en juin. Mais quand je reviendrai en septembre faire d'autres ateliers, et effectivement, Bah oui, on oui, sera là. on se fera un atelier endométriose, tout ça, et Ouais, enfin, ou même autre chose, on va discuter comme ça. on peut créer quelque chose autour de ça, ouais. Mm. Carrément. Est-ce que tu as une phrase à nous dire si on a des peurs là est-ce que tu pourrais nous donner une phrase à toi, une phrase qui est peut-être ton mantra, qui te porte, une phrase voilà, tu te laisses, voilà, regarde là, ton livre va sortir, t'as quand même eu des petites peurs, t'as eu des comment je fais, attends, ça c'est pas beau, c'est comme tout le monde. Est-ce que tu avais un petit mot une phrase qui te portait le matin quand tu te levais, tu sais cette dopamine dont je parlais pour te Ouais, motiver, te dire allez, qui lâche te... pas. C'est marrant parce que moi, la dopamine du matin, c'est le yoga. Donc, moi, je me lève pour ça. Donc, en fait, ça me permet de pas trop réfléchir d'ailleurs le matin. Euh, Tu sais, j'ai tellement de trucs dans la tête en même temps. Ah Euh, oui. Moi, je pense que ce qui m'aide de manière générale le plus souvent, euh, c'est de voir que l'intensité de la peur, elle est à la hauteur de notre désir. Ah, c'est beau ça. Donc, C'est donc, magnifique. il se peut que quand parfois on a très 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 peur, bah, peut-être que d'aller voir de l'autre côté quel est le désir qui est en dessous et de voir à quel point je désire ça finalement. Ouais. Euh, Moi, je sais que ça m'aide parce que du coup, je me concentre plutôt sur ce que je veux plus que sur ce que je veux pas. C'est pas toujours facile de l'identifier parce que des fois, on a des peurs qui sont contradictoires, on a des désirs qui sont contradictoires. Donc, mais je dirais que globalement, dans la journée, voilà, ce qui peut m'aider, c'est plutôt de me concentrer sur mes désirs. Mm. Et pour connaître les désirs, parfois, il faut aller voir de quoi on a peur. Ah, c'est trop beau ça. D'accord. Donc si tu as trop peur, donc quand on a trop peur, on se dit ok, c'est quoi l'intensité? C'est quoi mon désir? Quelle est l'intensité de mon désir? Et donc tu peux faire même une petite liste quoi. Qu'est-ce Ah que je bah désire? ouais, ouais, tu peux lister tes peurs. Vraiment, plus tu es précis, évidemment, mieux c'est. Par exemple, si tu parles de la peur de l'abandon, bah, le mieux, c'est quand même d'identifier quelle est la peur de l'abandon en dessous. Donc, est-ce que c'est Exact. être abandonné? Est-ce que c'est abandonné? Si c'est être abandonné, c'est par qui exactement? Exactement. Parce que les gens vont te dire, ah bah oui, mais moi, tout le monde. Bah oui, mais non, en fait, pas tout le monde. Jean-Michel, au coin de la rue, tu t'en fous, en fait, qui t'abandonne. Donc, plus je précise ma peur, plus je vais préciser mon désir, quoi. Ouais. Ah ouais, ça c'est vraiment un exercice aussi que j'utilise beaucoup avec les gens. Et puis les gens se rendent compte que même quand ils ont un simple rendez-vous, tu vois, et que quelqu'un est en retard, ils basculent dans le processus de la peur de l'abandon. Donc ouais, Ouais. carrément. Ouais. C'est vrai que c'est un chouette exercice d'arriver à bien synthétiser quand on a peur comme ça. Mais écoute, on va choper ton petit type comme ça. Ah bah, ça peut servir. Voilà, je pense ça va couper dans une Ouais. minute. J'étais très contente de t'avoir. Je suis très contente de savoir que je vais te revoir bientôt. Et puis on s'écrit pour se choper mardi 23 quand tu es là. Bah ouais, avec plaisir.
Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. On est très contents. Ouais, des beaux commentaires. Merci pour vos cœurs. Merci beaucoup à toi et bonne soirée. Et puis on se tient informé pour la suite. Et chapeau pour ton livre. Bah, Croise merci. les doigts. Merci, à bientôt. À bientôt.